Salam alaikum, bonjour les amis. Dans ce petit cours sur la commande netstate, on verra à quoi ça sert cette commande. Mais avant de commencer à expliquer l'utilisation, je vais vous demander un petit peu ce qui m'a poussé à faire ce petit tutoriel sur la commande netstate. Le but de ce cours, c'est de ramener l'utilisateur, ou l'élève, ou l'étudiant, à comprendre et prendre conscience de ce qui se passe dans son ordinateur. Lorsque par exemple vous vous connectez à Internet, vous allez consulter des pages web, votre compte quelque part, dans un réseau social, votre boîte email, etc. Donc c'est vous qui utilisez votre ordinateur et c'est vous qui utilisez les logiciels et les applications qui existent dans votre ordinateur. Vous lancez par exemple votre navigateur Internet et vous accédez à une page web, un site web. Vous accédez aussi à votre compte, un email par exemple. Vous accédez par exemple, vous utilisez un programme de communication pour parler, voir les gens, et des visioconférences. Vous utilisez par exemple des logiciels comme Skype pour la communication. Vous utilisez Internet Explorer, Firefox, Edge, Chrome pour consulter des sites web, des pages web, échanger, etc. Bien. Vous échangez les données, vous envoyez des données, vous recevez des données, vous téléchargez des programmes, vous uploadez des données, ainsi de suite. Lorsque vous faites ça, vous êtes conscient que c'est vous. Bien. Maintenant, est-ce que vous savez comment ça se passe? Au moins un petit peu. Donc l'un des buts de ce cours, c'est de vous montrer comment ça se passe un petit peu, avec cette commande netstate. En plus, êtes-vous sûr, par exemple, que lorsque vous utilisez votre ordinateur pour vous connecter à Internet, êtes-vous sûr qu'il n'y a que vous qui utilisez votre ordinateur? Donc je vais vous démontrer que non. Vous n'êtes pas le seul. Mais faites attention, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre forcément, non. Juste que lorsque vous lancez des programmes, comme les navigateurs web ou des programmes de communication, ou de téléchargement, c'est vous qui l'utilisez. On va vous montrer, avec la commande netstate, qu'il y a aussi d'autres programmes, que c'est pas vous qui lancez, c'est le système d'exploitation que vous utilisez, que ce soit Windows, Linux, Unix, macOS, ou d'autres, etc. Ce sont ces systèmes qui lancent des programmes, des processus, des services, d'accord, et qui se connectent à Internet, ou au réseau, si vous avez un réseau local, etc., et qui font des transferts de données, des mises à jour, des vérifications, des configurations, etc. Mais ils font ça bien sûr à votre insu, ils vous le demandent pas. Alors, c'est normal, certains protocoles sont liés à votre système il se gère par lui-même. Vous démarrez votre ordinateur et votre système d'exploitation démarre, c'est normal qu'il y ait un ensemble de processus qui vont démarrer, des programmes, des applications qui vont démarrer tout seuls, alors que vous les avez pas démarrés. Donc ils vont faire un tas de choses. Bien. Ça, vous allez comprendre assez ça, et peut-être le plus dérangeant, pour ne pas dire le plus important, le plus dérangeant, c'est de trouver qu'il y a en dehors de vous et en dehors du système, c'est-à-dire votre système il fait son travail, en dehors de vous et en dehors de votre système, il y a peut-être des programmes malveillants que vous avez téléchargés d'internet, que vous avez installés, que quelqu'un a placé d'une manière ou d'une autre dans votre ordinateur, il a utilisé votre ordinateur ou il vous a communiqué des informations, un programme, et du coup il a pu utiliser, d'accord, un trafic quelconque à travers votre ordinateur sans que vous le sachiez. On verra ça aussi. Donc, la commande netstate, elle sert à ça. Qu'est-ce que la commande netstate, techniquement parlé? Alors, la commande netstate, c'est un utilitaire de réseau, qui existe sur les systèmes d'exploitation, comme Windows, comme Linux, comme macOS. C'est un utilitaire. Alors, c'est une commande, on l'appelle déjà une commande. Ça s'appelle commande comme ça, voilà. C'est lié à votre système, ça veut dire que c'est votre système qui la possède. Ce n'est pas un programme que vous allez installer, même si ça existe des programmes qui peuvent faire ce genre de tâches. D'accord? Mais, netstate, c'est déjà une commande intégrée à beaucoup de systèmes, existe déjà. Bien sûr, chaque système d'exploitation l'utilise d'une manière ou d'une autre, et il a sa propre syntaxe. Par exemple, la syntaxe d'utilisation de netstate sous Windows diffère un petit peu, pas beaucoup, des autres systèmes.
cet utilitaire réseau, netstate, le mot netstate, c'est un composé de deux mots. Net et state. Net, c'est un network, réseau, et state, c'est statistique. Alors, netstate, c'est comme si vous dites les statistiques réseau. Donc, c'est un mot qui est composé par deux mots, les statistiques réseau, ou network statistique. Voilà la définition, un petit peu résumée, la définition technique de la commande netstate. La commande netstate, on l'utilise, par exemple, sur Windows, on l'utilise en utilisant ce qu'on appelle un invite de commande. On parle d'invite de commande. C'est quoi un invite de commande? Un invite de commande, c'est une interface. C'est une interface qui appartient à un système d'exploitation, comme toujours, comme Windows, Linux ou macOS. Et cet invite de commande, cette interface, il vous permet de taper, d'écrire des lignes de commande, des scripts. Et ensuite, lorsque vous validez, le système va exécuter ces lignes de commande, ou ces scripts, ou ce que vous venez de taper. Donc s'il y a une erreur, il va dire qu'il y a une erreur. Si la syntaxe est correcte, il va exécuter ce que vous avez demandé. Donc l'invite de commande sert à ça. Sur Windows, l'utilisation de l'invite de commande pour exploiter la commande netstate, cette commande de statistique réseau, lorsqu'on va utiliser deux méthodes. On va utiliser l'invite de commande classique, CMD, et on va utiliser aussi un autre invite de commande, qui est un petit peu très développé, qui s'appelle PowerShell. Bien sûr, chaque système d'exploitation, comme Linux, comme macOS, ils ont bien sûr leur invite de commande, il suffit juste de suivre les démarches, etc. Autre chose, parce que ici, on va faire ce petit cours, il porte sur netstate sous le système d'exploitation Windows. Voilà. Et alors, en ce qui concerne maintenant Linux et macOS et Unix, il y a une différence, bien sûr, dans la syntaxe. Donc, dans certains syntaxes, c'est un petit peu plus proche, d'autres, ils diffèrent. Par contre, la compréhension des statistiques, c'est la même. Ça veut dire, si vous arrivez à comprendre les statistiques dans ce cours, sur netstate sous Windows, si vous comprendrez les statistiques comment on va les lire, en fait, c'est la même compréhension que sur Windows, que sur Linux et sur, par exemple, macOS. C'est la même compréhension. Si vous arrivez à comprendre, c'est la même. Ce qui diffère maintenant, c'est juste la syntaxe de la commande, comment exploiter la commande. Et bien sûr, chaque système d'exploitation, il a aussi certaines commandes qu'on ne peut pas trouver chez l'autre. Mais en règle générale, la compréhension des statistiques, c'est la même. Comment on lance l'invite de commande sur Windows? Alors vous allez près de la barre des tâches, près du bouton démarrer, vous avez une zone où vous tapez la recherche. Alors vous cliquez, d'accord? Bien sûr, si vous avez déjà travaillé, il va vous afficher ici un petit peu les programmes que vous avez utilisés. Alors, dans cet invite de commande, dans la zone de texte, vous allez taper CMD. CMD pour commande. Lorsque vous tapez CMD, vous allez trouver un petit programme, si vous voulez, une petite application, avec un écran noir, c'est celui-là. Invite de commande. Alors vous cliquez, et vous aurez l'invite de commande. C'est cet invite de commande qu'on va utiliser pour exploiter la commande netstate. Ça c'est l'invite de commande classique de Windows. D'accord? Maintenant, on va voir comment utiliser l'autre application, ou l'autre méthode, si vous voulez, un petit peu très évoluée. Ça s'appelle PowerShell. Toujours dans la barre de tâches, dans la zone de recherche, vous écrivez PowerShell. Windows PowerShell. C'est ça. Vous cliquez, et vous lancez. Bien sûr, il y a déjà une différence, la couleur, déjà. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre PowerShell et l'invite de commande classique? La différence, c'est que
PowerShell, il est nouveau, bien sûr, et lui, il permet d'exécuter des scripts. C'est un petit peu plus poussé, donc ça permet pas tout simplement d'exécuter des commandes, des lignes de commandes, mais carrément des scripts. Ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est NetState. Est-ce que NetState, lorsqu'on va l'exploiter sur PowerShell, et on va exploiter sur navette de commande, c'est la même. En fait, en règle générale, c'est la même. Parce que toutes les statistiques que nous allons faire, c'est les mêmes. Ça veut dire, si on travaille sur navette de commande classique ou sur PowerShell, en fait, c'est la même chose. Mais ce qui nous intéresse pour la commande elle-même. Pour la commande elle-même, d'ailleurs, ce cours, nous allons utiliser la plupart du temps. En fait, je vais utiliser carrément, depuis le début jusqu'à la fin, je vais utiliser celle-là. Navette de commande classique. Et vous pouvez aussi utiliser ça si vous voulez. Vous allez voir, c'est la même chose. Bien. Ça, c'était un petit aperçu de comment, ça veut dire les méthodes par lesquelles on peut exploiter l'utilisation de la commande NetState. Comment ça se passe un trafic sur votre ordinateur? Trafic de données sur votre ordinateur. Par exemple, lorsque vous vous connectez à Internet, vous utilisez un navigateur et vous vous connectez à un serveur. Donc votre navigateur, il joue le rôle d'un client. Et le serveur, donc c'est une station, c'est un ensemble de disques durs, de machines, etc., quelque part, et qui stocke des informations du site web, des documents, des données, auxquels vous vous connectez avec votre navigateur pour charger, télécharger, consulter, etc. Maintenant, comment ce trafic se produit-il? Comment? Ça veut dire quoi, comment? Ça veut dire simplement que lorsque vous vous connectez, comment le serveur, il sait que c'est vous qui vous connectez? Ça veut dire, comment il sait que c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre? Parce que le serveur, vous allez le contacter, vous voulez avoir des informations. Comment il sait que c'est à vous qui doit les donner? Et c'est pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent à un serveur. Celui-là veut cette page sur les pommes de terre, celui-là veut une page sur le football. Alors comment le serveur, il sait que vous avez demandé les pommes de terre ou le football, les informations sur le football? Comment il le sait? Pour ça, il y a ce qu'on appelle les adresses IP. Chaque client qui se connecte à Internet, il a une adresse IP. On appelle ça une adresse IP publique, parce que vous êtes sur Internet. Une adresse IP publique ne peut être attribuée, chaque adresse IP ne peut être attribuée qu'une seule fois. C'est tout. C'est tout. À la fois. Qu'une seule fois. C'est-à-dire, on peut pas avoir, sur la planète, par exemple, deux personnes qui ont la même adresse IP publique alors qu'ils ils ne sont pas connectés dans le même réseau. Alors, le même réseau local. Par exemple, vous êtes chez vous, dans votre pays, et quelqu'un d'autre, il est de l'autre côté de la planète, et vous avez la même adresse IP. Au même moment. Ça, c'est impossible, vous pouvez pas l'avoir, ça n'a aucun sens. Donc, une adresse IP, c'est une adresse IP unique pour chaque utilisateur ou chaque client. C'est comme ça. Par exemple, lorsque beaucoup de gens se connectent à un serveur, à un site web, alors le site web, il sait qui, à ce moment-là, demande telle information, demande les pommes de terre, celui-là demande des informations sur le football, et ainsi de suite, et du coup, il communique la bonne information au bon demandeur, celui qui est bien demandé, donc il se trompe pas. Donc il faut une adresse IP. Donc chaque connexion nécessite une adresse IP. Lorsque vous vous connectez, vous vous identifiez avec votre adresse IP publique. Voilà. Le serveur, bien sûr, aussi, il possède une adresse IP auquel vous vous connectez. Par exemple, lorsque vous tapez le nom d'un site, tapez par exemple Google, Facebook, tout ce que vous voudrez, n'importe quel Microsoft, n'importe quel site auquel vous accédez, en fait, vous êtes en train de taper le numéro de l'adresse IP, bien sûr, en arrière-plan. Et adresse IP, ça veut dire quoi, adresse IP? C'est Internet Protocol. C'est une adresse IP. IP, c'est Internet Protocol. Voilà, c'est une adresse d'Internet Protocol. C'est quoi Internet Protocol? C'est un protocole qui permet la gestion de réseaux Internet en attribuant, d'accord, en définissant des adresses IP. Actuellement, jusque-là maintenant, bon, il y a deux types d'adresses IP. Il y a l'adresse IP version 4 et les adresses IP version 6. Alors version 4, c'est ce qui a été utilisé jusque-là, et c'est encore utilisé. Juste que
c'est, étant donné que le nombre ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde, parce que l'adresse IP est un petit peu quand même limitée, d'accord, sans parler avec tout le monde qui se connecte à Internet, et en plus, il n'y a pas seulement tout le monde, il y a aussi les objets connectés. Lorsque votre montre se connecte à Internet, il a besoin d'une adresse IP. Lorsque votre réfrigérateur se connecte à Internet, il a besoin d'une adresse IP. Et lorsque votre ordinateur, votre modem se connecte à Internet, il a besoin d'une adresse IP. Ça, je parle lorsque, bien sûr, vous n'avez pas un routeur partagé, un modem partagé. Mais lorsque vous avez un routeur partagé, bien sûr, c'est la même adresse IP. Mais si votre montre, il a sa propre connexion, donc il aura sa propre adresse IP. Alors pour ça, a été inventé, d'accord, le nouveau type d'adressage, alors si on veut, des adresses IP version 6. Alors l'IP version 6, bien sûr, lui, il est capable de contenir, alors plusieurs, ça veut dire qu'il peut résoudre le problème de l'encombrement et des milliards et des milliards de demandes en cours. Donc c'est un petit peu la version du futur, IPv6. Bien sûr, pour ces adresses IP, comme j'ai dit, il y a les adresses IP publiques. Public, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous connectez à Internet. Lorsque vous connectez à Internet, votre adresse est publique. Et votre adresse, il est connue, bien sûr. N'importe qui peut le connaître. Bien. Il y a les adresses IP réseau. Ou bien les adresses locales. Les adresses IP locales. C'est quoi une adresse IP locale? C'est une adresse IP, d'abord, que vous avez localement chez vous. À la maison, dans votre travail, dans votre organisation, toi et un ami, peu importe. Donc c'est un réseau local. Un réseau local lorsque vous vous connectez entre vous. D'accord, faut former un petit réseau. Et là, il y a ce qu'on appelle les adresses IP réseau. Ces adresses IP réseau ne sont pas accessibles à partir d'Internet. Ça veut dire à partir d'Internet, personne ne peut accéder à ces adresses IP réseau. Pourquoi? Parce que tout le monde les possède. C'est-à-dire, chez vous, par exemple, si vous avez dans votre maison, dans votre travail, 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou plus, ordinateurs qui sont connectés entre eux, dans un réseau local, vous allez voir que vous avez certaines adresses IP. Maintenant, quelqu'un d'autre de l'autre côté de la planète, que lui, s'il a un réseau local, il possède aussi les mêmes adresses IP. Et du coup, ça sert à rien d'essayer de se connecter à des adresses IP locaux appartenant à quelqu'un parce que ça veut rien dire. D'accord? À travers Internet, vous ne pouvez accéder qu'à des adresses publiques. Mais les adresses locaux ou locales, ce sont des adresses privées. Bien. Les ports utilisés dans votre ordinateur. Maintenant, lorsque vous vous connectez à Internet, avec votre navigateur ou un programme de communication, etc., comment le serveur auquel vous connectez, il sait que c'est vous? Il vous donne l'information à vous, il ne la donne pas à quelqu'un d'autre, il ne se trompe pas. Et lorsque quelqu'un d'autre il demande des informations, il le donne à lui et il ne le donne pas à vous, par exemple. On a dit, utilise les adresses IP publiques. C'est comme ça qu'il connaît, d'accord? Comme ça qu'il identifie le client ou le demandeur. Bien. Mais maintenant, dans votre ordinateur, lorsque vous utilisez par exemple Internet, il se peut que vous allez lancer plusieurs programmes. Vous allez par exemple lancer Edge, Firefox, vous allez lancer Skype, vous allez utiliser beaucoup d'autres programmes que vous avez développés, etc., qui se connectent à Internet. Bien. Maintenant, comment votre ordinateur sait quel programme a demandé ton information? Par exemple, vous êtes connecté à un serveur pour demander des informations sur le football. Donc, bien sûr, le serveur, il vous a donné les informations sur le football, parce que c'est vous l'adresse IP qu'elle avait demandé. Ok, lui, il sait, c'est vous. Maintenant, il vous a envoyé ça. Il a envoyé ça à votre routeur, à votre modem. Bien. Maintenant, votre ordinateur, lorsqu'il récupère ça, comment votre ordinateur, il sait que c'est, par exemple, Firefox, ou Skype, ou je sais pas, ou Chrome, ou Edge, ou n'importe quel autre programme qui a demandé cette information? Comment il sait? Parce que là, il vient de la recevoir. Alors, pour ça, les connexions Internet n'utilisent pas seulement les adresses IP, mais utilisent aussi ce qu'on appelle les ports de communication, les ports logiciels. Un port. À quoi servent les ports? Qu'est-ce que c'est que déjà un port? Donc un port, c'est une sorte de, si vous voulez,
de points, un point virtuel qui sert et qui facilite aux connexions au réseau d'identifier le processus ou le programme ou l'application ou le logiciel ou le service qui a demandé telle ou telle information. C'est à ça que ça sert. Donc l'adresse IP sert à identifier l'interface réseau, c'est-à-dire votre ordinateur, votre montre, ainsi de suite, qui se connecte à Internet. Bien. Ensuite, le port, il sert à identifier le logiciel ou l'application ou le processus, d'accord, qui a demandé l'information. C'est un point virtuel que le système d'exploitation connaît, d'accord, qui sont utilisés par les logiciels. Ça veut dire ça que le logiciel, lorsqu'il va se connecter, il va se réserver un port dans votre ordinateur, bien sûr ce port il est créé d'une manière virtuelle par le système d'exploitation. Et lorsque ce logiciel utilise ce port, le système d'exploitation sait que c'est à lui, par exemple, que l'information demandée revient. Il va la lui communiquer. Et les ports, pour qu'ils soient reconnus, bien sûr, on leur attribue des numéros. Comment on reconnaît un port? On les reconnaît par des numéros. Et des numéros qui sont attribués à ces ports. Et il y a bien sûr beaucoup de ports. Voilà. Le nombre de ports bien sûr utilisés dans un ordinateur ou dans un système d'exploitation dépasse bien sûr les 65 000 ports. Les ports logiciels, on peut les catégoriser, on peut les distinguer en 3 catégories, ou les découper en 3 groupes, si vous voulez. Alors il y a pratiquement 65 536 ports qu'on peut trouver sur un ordinateur, et officiellement, les ports d'O0 1023, ce sont des ports connus, ce sont des ports utilisés par certains protocoles. Par exemple, le protocole HTTP ou HTTPS. D'accord, HTTP par exemple, c'est le web, c'est www. Lorsque vous vous connectez, il y a un port réservé à ce protocole. C'est quoi? C'est le port 80. Et HTTPS, c'est-à-dire c'est toujours l'HTTP mais sécurisé, il y a un port réservé, celui-là, c'est le port 443. Et ainsi de suite. 21, c'est port FTP. Par exemple, le port FTP. Par exemple, pour envoyer des emails, pour certains services email, on utilise le port 25. Pour recevoir des emails, il y a un port réservé à ça, qui s'appelle, ou qui porte le numéro 110, et ainsi de suite. Donc, il y a des ports qui sont réservés, de 0 à 1023, ce sont des ports réservés à des protocoles, à certains services bien connus. Bien sûr, qui réserve ça, qui gère ça mondialement, c'est IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Bon, si vous voulez une autorité ou une organisation qui sont en charge de gérer ces numéros à l'échelle internationale. Bien. Du numéro de port 1024 à 49 151, ce sont des numéros de port qui sont aussi réservés d'une manière ou d'une autre, d'accord, mais qui sont utilisables par tout le monde si vous voulez, bien sûr à condition de suivre certaines procédures, il faut s'inscrire, etc. Donc il est réglementé, l'utilisation de ce port un petit peu réglementé, mais les ports qui sont complètement libres d'utilisation pour tout le monde, vous pouvez créer votre programme, l'utiliser banalement, sans aucun problème, etc. N'importe quel programme peut l'utiliser de votre ordinateur, sans aucune gêne, comme ça. Ce sont les ports de 49 152
jusqu'à la fin, jusqu'à 65 535. Voilà, jusqu'à vous arrivez au dernier. Les adresses IP. IP version 4. Les adresses IP ont sa version 4 et décomposée en 5 classes. La classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Bien sûr, chaque classe, il a une plage d'adresse IP qu'il utilise. La classe A. La plage des adresses IP de la classe A, le début et la fin, ça commence de 0.0.0.0 jusqu'à 126.255.255.255. Ça, c'est en général pour la classe A. Donc ça commence de ce début jusqu'à cette dernière adresse. Maintenant, ces adresses de la classe A, bien sûr, contiennent les adresses publiques et les adresses privées. Les adresses publiques, c'est de 0.0.0.0 jusqu'à 126.255.255.255. Bien sûr, c'est un petit peu la totalité, mais à l'intérieur de cette plage, il y a une plage réservée aux adresses privées. C'est-à-dire quoi, les adresses privées? C'est les adresses qu'on utilise dans les réseaux locaux. Et ça commence de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255. Donc cette plage d'adresse IP, d'accord, est réservée aux adresses privées. En dehors de ça, en dehors de cette plage, tout ce qui est là-dedans, ce sont des adresses publiques. Autrement dit, vous pouvez les avoir dans vos connexions à Internet. Et bien sûr, n'importe qui ne peut pas avoir n'importe quelle adresse IP, bien sûr. Les adresses IP en règle générale de la planète sont distribuées aussi selon les fournisseurs d'accès à Internet, selon les pays, etc. Donc chaque pays, si vous voulez, ou chaque fournisseur d'accès, il a une plage d'adresse IP qu'il fournit à ses clients. Bien, mais ce qu'il faut comprendre que cette plage d'adresse IP de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255, cette plage d'adresse IP, vous ne pouvez pas les avoir sur Internet. C'est uniquement privé, c'est dans les réseaux locaux. Et bien sûr, cette plage est très très grande. Bien. Il y a autre chose, il y a aussi, après juste 126, il y a 127.0.0.0 jusqu'à 127.255.255.255. On appelle ça des adresses de bouclage. Alors ça, c'est pas pour le réseau. En fait, c'est pas pour le réseau local, c'est pas non plus pour Internet, mais c'est dans l'ordinateur, c'est dans votre ordinateur. Uniquement dans votre ordinateur. Ce n'est pas dans le réseau. Ce n'est pas dans le réseau local, c'est dans votre ordinateur. Ça sert en règle générale de les tests. Par exemple, lorsqu'on crée un serveur dans son ordinateur, vous créez un serveur dans votre ordinateur pour faire des tests, pour tester par exemple des applications, etc. Et ben, l'adresse IP que vous allez donner à ce serveur, ça sera de 127.0.0.0 jusqu'à celle-là. En règle générale, on utilise 127.0.0.1. C'est ce qui est utilisé par défaut en règle générale. Et on appelle bien sûr ça localhost. Bien, mais ça, faut comprendre ça, les plages d'adresse IP entre ce début et ce fin, ce sont des adresses IP que vous pouvez pas utiliser sur Internet et vous pouvez pas non plus utiliser sur un réseau local. Ça veut dire, ça sert à rien d'essayer d'accéder à ça à partir d'un réseau local, étant donné que n'importe quel ordinateur dans un réseau local possède cette adresse IP. N'importe laquelle. N'importe. Cette adresse IP de celle-là jusqu'à celle-là. La classe B, les adresses IP sous la version 4. Alors la classe B, ça commence de 128.0.0.0 jusqu'à 191.255.255.255. Et bien sûr, cette plage d'adresses IP contient les adresses publiques et les adresses privées. Alors les adresses publiques, c'est-à-dire les adresses que vous pouvez avoir sur Internet, c'est toute cette plage, d'accord, sauf celle-là. Ça sont des adresses privées qu'on utilise sur les réseaux locaux. 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.255.255. C'est-à-dire, en dehors de ça, on peut avoir ces adresses IP sur Internet. Ce sont des adresses IP publiques.
la classe C, c'est de 192.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.255. Et bien sûr, ça contient aussi les adresses publiques et les adresses privées. Alors les adresses publiques, ça veut dire que vous pouvez avoir sur Internet, c'est toute cette plage, sauf celle-là. Sauf cet intervalle. Sauf cette plage. C'est de 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. Ça, ce sont des adresses IP réservées au réseau local. En règle générale, c'est ce que vous utilisez. C'est ça, en fait. Ça, c'est ce que la plupart des réseaux locaux utilisent, en règle générale. Bien, donc ça, ce sont des adresses. Dans cette plage-là, les adresses IP qui sont contenues ici, vous ne pouvez pas les avoir sur Internet. Sur Internet, vous pouvez avoir de celle-là jusqu'à celle-là. La classe D. Alors la classe D, la plage des adresses IP, c'est 224.0.0.0 jusqu'à 239.255.255.255. Et bien sûr, ça, ce sont des adresses IP un petit peu spécifiques à certains traitements, certains trafics. C'est la communication multicast. Alors le multicast, c'est la diffusion des données de la part d'une source vers des destinataires ou des destinations, d'accord, d'un seul coup. Multicast, c'est ce que ça veut dire. Multicast, c'est un petit peu autre chose que unicast. Unicast, c'est lorsque une source donne des données, d'accord, envoie des données à chaque destination. Ça veut dire, si on a 10 destinations, par exemple, qui doivent recevoir des données, alors qu'est-ce que va faire la source? Il va se connecter à la première, les données, il va lui diffuser les données. Ensuite, la deuxième, il va lui diffuser les données. Ensuite, la troisième, il doit diffuser les données. Ça veut dire qu'il y a une répétition de diffusion. C'est ce que ça veut dire unicast. Ça veut dire, unicast, ça veut dire la diffusion de données doit toujours se faire entre la source et la destination. Multicast, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a 10 destinations, la source va envoyer une seule fois. C'est tout. Et si 10 destinations, il va recevoir. Bien sûr, il va recevoir ça à travers un réseau. Et bien sûr, chaque système de diffusion est là, bien sûr, ses avantages et ses inconvénients. Donc, les adresses IP 224 jusqu'à 239 sont réservées aux communications multicast. Ça concerne la classe D. La classe E, c'est 240.0.0.0 jusqu'à 255, etc. 2.255, etc. Ça, c'est un petit peu des adresses IP réservées par l'organisme IANA. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les classes A, B et C. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est ça ce qui contient les adresses IP publiques et les adresses IP privées. C'est quoi la différence entre A, B et C? Par exemple, en ce qui concerne les adresses IP privées, en ce qui concerne les adresses IP privées, c'est que C, ça donne une plage qui est importante, d'accord? Mais B, la plage donnée pour les réseaux, c'est encore plus importante, et A, c'est encore très importante. Car ça contient beaucoup de plages d'adresses IP. Bien. Mais en général, si vous allez voir, si vous êtes dans votre réseau local, vous allez voir que si votre réseau est connecté, si votre ordinateur est connecté à un réseau, vous allez voir que les adresses IP que vous allez voir, ça commence par ça, 192.168. Commande netstate. Tout court. Donc on tape netstate et on appuie sur la touche entrée. Là, la commande netstate va nous afficher les statistiques des connexions actives sur notre ordinateur. Ça, ce sont les connexions qui existent. Alors, 192 plutôt, .168.137.26, ça, c'est une adresse réseau locale. Alors, mon ordinateur, il est connecté à un réseau. Il est connecté à d'autres ordinateurs. D'accord? C'est une adresse. Il est connecté spécifiquement à un autre ordinateur. C'est une adresse locale. C'est pas une adresse publique. Comment on reconnaît les adresses locales? C'est avec ça. 192.168. Ce qu'on appelle l'adresse locale est de type C.
Alors ça, sur le port local utilisé pour une connexion Internet, bien sûr HTTP, le protocole, c'est Hypertext Transfer Protocol, le port numéro 80. HTTPS, c'est toujours un port Internet pour le web, et c'est un port sécurisé, c'est le 443. Et ça, c'est l'adresse auquel on se connecte. C'est l'adresse IP ou la résolution du nom de domaine de l'adresse IP auquel on se connecte. Et ça vous dit si la connexion est établie ou est fermée ou en cours de fermeture ou en attente, et ainsi de suite. Donc, Netstate, comme ça, tout court, va nous afficher ces statistiques. D'accord? Il va vous afficher uniquement les connexions actives. D'accord? Bien sûr, en tentant de faire une résolution des adresses IP, bien sûr, lorsqu'il n'arrive pas à résoudre une adresse IP, il va tout simplement l'afficher. Et lorsqu'il peut la résoudre, la résolver, ou résoudre, la résolver, peu importe le verbe, vous allez avoir un nom de cette façon. Ça, c'est le nom de domaine, ou le nom de l'hôte, pour être précis. Ça, c'est la hôte. L'hôte. H-O-H-O-T-E. On appelle cette façon de résoudre une adresse IP. On dit résoudre une adresse IP, la résolution d'une adresse IP, pour avoir un nom de domaine. Et on verra qu'un nom de domaine, vous allez voir, qu'on peut l'avoir au complet, ou tout simplement juste une partie. Ici, nous avons juste une partie. Ce que vous avez ici, on appelle ça juste une partie de l'adresse au complet. Le nom de domaine au complet. Alors ça, c'est protocole, comme on dit. L'adresse locale. Ça, c'est l'adresse distante. Et l'état. Alors, le protocole utilisé ici, c'est TCP. Le protocole TCP, c'est le protocole utilisé, bien sûr, pour, la plupart du temps, c'est le protocole utilisé pour les connexions Internet. Bien sûr, il y a le protocole TCP, et il y a le protocole UDP. Voilà. Alors, les statistiques au complet, et voici. Donc, une colonne réservée au protocole, ça c'est le protocole TCP, l'adresse locale, c'est le nom d'adresse. Il se peut que vous n'allez pas avoir cette adresse, vous allez avoir une adresse publique, oui, c'est faisable aussi. Ça c'est lorsqu'on est connecté, c'est-à-dire lorsqu'on a un modem, lorsque vous avez votre modem directement connecté à votre ordinateur. Là vous verrez votre adresse IP publique. Étant donné que moi j'utilise une connexion réseau, une connexion internet, mais à travers le réseau, là, on voit l'adresse IP de mon ordinateur dans le réseau. Voilà. L'adresse distance, ça, bien sûr, les sites web que nous se connectent, et le protocole utilisé, est-ce que c'est HTTP ou HTTPS, c'est-à-dire le port 80 ou le port 443, et ça c'est le tas de la connexion, c'est les connexions établies, ou connexions en arrêt, ou en attente d'arrêt, et ainsi de suite. Comment Netstate avec l'option A, ou le commutateur A. Alors toujours Netstate, on fait espace, un tiret, et on tape A. On appuie sur Entrée, et là on verra autre chose. Alors, en plus de ces statistiques qu'on a ici, d'accord, on aura aussi les ports sur lesquels il y a de l'écoute. Il ne va pas tout simplement vous afficher les connexions, d'accord, qui sont établies, mais aussi, bien sûr, les connexions dans lesquelles on est en train d'écouter. Ça, c'est établi, fermé, ainsi de suite. D'accord? Et ça, ce sont l'état où on écoute. C'est-à-dire, ce sont des ports, par exemple, sur cette adresse, sur le port 135, sur ce port-là, d'accord? On est en train d'écouter. Attendre qu'une connexion soit établie. Et ça, bien sûr, ce sont les connexions établies. Dites qu'il y a des connexions qui sont établies et d'autres qui se sont arrêtées ou en attente d'arrêter.
et d'autres connexions, d'autres, par exemple, écoute, d'autres ports sur lesquels il y a de l'écoute, et on a aussi le protocole UDP. Alors le protocole TCP, Transmission Control Protocol, voilà, protocole de contrôle de transmission, et UDP, User Datagram Protocol, au protocole de datagramme utilisateur. Alors, quelques explications. Alors là, ça, comme on a dit ici l'adresse réseau local, c'est l'adresse IP, d'accord, l'adresse IP sur le réseau local de mon ordinateur. Ça, c'est le port local utilisé pour se connecter à Internet, et ça, c'est l'adresse IP des sites web auquel je me connecte. Alors, ou bien l'adresse site web, ou bien, sinon, la résolution de l'adresse IP, bien sûr. Et ça, bien sûr, c'est le protocole web utilisé, HTTPS ou HTTP. Alors, HTTP qu'on a dit c'est 80, et HTTPS c'est le port 443. Et ça, bien sûr, ça vous dit si la connexion est établie, ou il est terminé, ou il est fermé, ou en attente de fermeture, et ainsi de suite. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, il n'y a aucun problème. C'est des connexions à Internet. On verra après, on verra comment voir un petit peu le processus ou le programme qui utilise ces connexions. Alors, ça, c'est quoi? 0000. Et ça aussi. 2 points, 2 points. On a l'impression qu'ils utilisent le même port. 135, 35, 445, 445, 808, 808, et ainsi de suite. 5700, 5700, etc. Alors, desktop ici, comme vous voyez, desktop med3-med3, ça c'est le nom de mon ordinateur, c'est le nom que j'ai donné à mon ordinateur. Alors, c'est un nom que vous pouvez identifier vous-même. Voilà, vous nommez vous-même votre ordinateur que vous voudrez, vous pouvez donner votre nom ou n'importe quel nom. Ou une suite de lettres et de chiffres si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce 000, ou bien ce 2 points, 2 points, veut dire tout simplement que n'importe quelle interface, réseau, d'accord? Ça veut dire autrement dit, vous pouvez, en train de dire que sur port, vous pouvez avoir n'importe quelle connexion. Ça peut être local, ça peut être par votre réseau, ça peut être par Internet. Voilà ce que ça veut dire. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se connecter à ce port, mais juste ce que ça veut dire 0, et les 2 points et 2 points. Ça veut dire simplement que ce sont des connexions ouvertes, d'accord, et qui peuvent être utilisées localement, ça peut être aussi utilisé par le réseau, c'est-à-dire le réseau auquel vous vous connectez, ça peut être aussi utilisé par Internet. Surtout ces adresses IP. Ça, 127.0.0.1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la connexion, il est localement, uniquement local. Ça veut dire ça, c'est l'adresse IP, d'accord? Il n'est pas utilisable à travers le réseau ou à travers Internet. 127.0.0.1. C'est uniquement local. Autrement dit, il n'y a que vous qui l'utilisez et les programmes qui l'utilisent. C'est comme des serveurs, par exemple, des serveurs web. Ils peuvent utiliser cette adresse. La même chose ici. D'accord? Pour le 2.2.1. Alors 2.2.1 ou 127.0.0.1, c'est la même chose. C'est juste que 127.0.0.1, ça c'est une adresse IP du protocole IP version 4. IP4. Si vous avez déjà entendu parler de ça, IP4. Et ça, c'est une adresse IP locale pour l'IP version 6, IP6. Voilà ce que ça veut dire. Ça aussi, c'est la même chose. Ça aussi, par exemple, si vous installez un serveur web dans lequel vous faites des tests sur votre propre ordinateur, vous verrez qu'il va utiliser ce port 2.2.1, ou bien il va utiliser, cette adresse 2.2.1, ou bien il va utiliser cette adresse 127.0.0.1. C'est juste local. Ça, bien sûr, ce sont des connexions établies. Là maintenant, ça c'est votre adresse IP réseau, ça c'est mon adresse IP réseau. Bien sûr, comme je dis ici, si vous êtes connecté à Internet directement à travers un modem, d'accord, vous verrez l'adresse IP publique ici. Vous n'allez pas voir une adresse, une adresse IP réseau, mais votre adresse IP publique.
Bien sûr, si vous avez le modem directement connecté à votre ordinateur. Alors voilà ce que ça veut dire. La commande netstate avec l'option N ou le commutateur N. Alors toujours netstate, espace, tiret. Maintenant vous allez écrire N. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que on a des statistiques, mais d'une façon rapide. Pourquoi c'est rapide? Pourquoi lorsqu'on a écrit netstate tout court, on netstate avec l'option A, bien sûr, elle a pris un petit peu de temps. Le temps qu'elle a pris, c'est parce que tout simplement, elle est en train de faire la résolution des adresses IP et la résolution, bien sûr, des protocoles et ainsi de suite, et des ports. Ici, N, ça veut dire numérique. Alors, on lui a demandé de nous afficher les statistiques des connexions actives, mais d'une façon numérique. C'est-à-dire sans tenter de résoudre quoi que ce soit, de faire la résolution de quoi que ce soit. Et du coup, les adresses IP, elle va les afficher directement, comme sous forme numérique. Les ports aussi, 80, 440, 43, ainsi de suite. Donc, il va pas nous afficher HTTP ou HTTPS. Et il va pas non plus tenter de faire la résolution des adresses IP. Voilà. Alors ça, c'est rapide. Alors que l'option N, ça vous affiche les statistiques, c'est rapide. Voilà. C'est ça, c'est la seule différence qu'il y a avec lorsqu'on a A ici ou on n'a rien. Dites que N, c'est rapide. Les informations, ça c'est la même information. Ça, c'est le protocole, l'adresse locale, bien sûr, l'adresse distante et l'état de la connexion. Si il est connecté, il est établi ou il est fermé ou en cours de fermeture, ainsi de suite. Netstate avec la combinaison de deux options, A et N. Alors on écrit toujours notre commande netstate, alors tiret, on écrit A, ensuite N, et on tape entrée. Alors là, en plus de ces connexions actives, on aura aussi les connexions sur lesquelles il y a de l'écoute. Parce qu'au A, ça ajoute toutes les autres connexions. Et pas seulement les connexions établies, d'accord, mais elles aussi sur lesquelles il y a de l'écoute. Il affiche aussi les connexions concernant les autres protocoles comme UDP. Pas seulement TCP. Alors les informations sont toujours les mêmes. Et pourquoi N? N c'est rapide. Donc là on lui dit, vous nous affichez toutes les connexions, y compris celles sur lesquelles il y a l'écoute, oui, mais d'une manière numérique. C'est-à-dire ne tentez pas de résoudre, de faire la résolution des adresses IP, ni même des ports, etc. Et du coup, l'affichage sera rapide. La commande netstate avec l'option P ou le commutateur P. Alors toujours on écrit netstate, espace, tiret, on écrit P. Ensuite, on fait espace, on va écrire le nom du protocole. On verra ce que ça veut dire. L'option P. Alors ici, il va nous afficher les connexions actives, bien sûr. On a déjà fait ça. Protocole, adresse locale, adresse distante, l'état de la connexion. Alors, ça veut dire quoi? P et TCP. Alors, TCP, on sait ce que ça veut dire, c'est le protocole. Et ça sert à quoi? L'option P, ou le commutateur P. P, ça veut dire, on lui dit, on vous spécifie un protocole. Ça veut dire que tu nous affiches uniquement les statistiques liées au protocole TCP. Voilà ce que ça veut dire. Si on veut uniquement pour TCP, on lui dit, on dit tiret, P, on fait un espace et on écrit le nom du protocole. Ici, c'est TCP. Et du coup, il va nous afficher uniquement les statistiques liées à ce protocole. Par exemple, si on fait ça, on a déjà vu ça, netstate avec l'option A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous afficher toutes les connexions établies et elles aussi sur lesquelles il y a de l'écoute. D'accord? Maintenant, si on ajoute P, et on ajoute TCP, on appuie sur entrée, il va nous afficher toutes les connexions sur lesquelles il y a de l'écoute et toutes les connexions établies,
et uniquement pour le protocole TCP. Ça veut dire celle du UDP, il va pas les afficher. Alors qu'on a vu qu'avec l'option A, il nous affiche les connexions UDP. Même celles sur lesquelles il y a de l'écoute. En état d'écoute. Mais là, on lui a dit, tu nous affiches les statistiques, et aussi les ports sur lesquels on est en train d'écouter, oui, mais uniquement pour le protocole TCP. Voilà. Si on lui dit, par exemple, UDP, uniquement UDP, il va chercher uniquement, d'accord, les connexions actives liées à UDP. C'est tout. Étant donné qu'il n'y a aucune connexion établie, on n'a pas, mais il va nous afficher le reste. Mais uniquement pour UDP. Bien sûr, si on enlève ça, si on laisse comme ça, par exemple, on laisse justement un, ou bien sûr on a vu ce qu'il va faire, il va nous afficher tout, toutes les connexions concernant TCP et concernant UDP. Ça, on a déjà vu ça. Alors, ça, l'option P, ça veut dire protocole, on lui dit, tu nous affiches les statistiques, et peu importe l'option qu'on va utiliser ici, peu importe, on va lui dire, tu nous affiches les statistiques, mais les statistiques concernant uniquement ce protocole, UDP, dans le cas de TCP, uniquement TCP, et ainsi de suite. Voilà à quoi ça sert l'option P, à spécifier un protocole, lorsqu'on ne le spécifie pas, bien sûr, selon l'option que vous utilisez ici, il va vous afficher tout ce que vous avez. S'il doit vous afficher toutes les connexions concernant TCP et UDP, il va toutes les afficher. Alors, on peut aussi utiliser UDP. Alors, pourquoi il ne nous affiche rien? Tout simplement parce que sur le protocole UDP, d'accord, il n'y a aucune connexion établie. Donc, les connexions actives, il n'y a aucune qui est établie. Maintenant, si on veut afficher aussi les connexions sur lesquelles on est en train d'écouter, on n'a qu'à, avant, ici, on n'a qu'à ajouter l'option A. Et là, on aura tout. On a aussi les autres connexions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que P, avec le protocole spécifié ici, UDP ou TCP, il va juste vous sélectionner, d'accord, les connexions concernant le protocole que vous avez ajouté. En commande netstate, avec l'option O, ou le commutateur O, qui va nous dire quel programme ou quel processus ou quel service est en train d'utiliser tel ou tel port sur l'ordinateur, que ce soit en connexion ou que ce soit en écoute. Alors toujours, la même connexion, netstate, espace-A, et on ajoute O. Et on tape Entrée. Et là, alors nous avons toujours les 4 colonnes, protocole, adresse locale, adresse distante, état, et on a une 5e colonne ici. Cette colonne affiche ce qu'on appelle le PID. Alors, processus identificateur. Ou processus identifier. Ça veut dire un identificateur, c'est ce numéro qu'on a ici, 1084, 3348, 772, bon, ainsi de suite. Tous ces numéros représentent des processus. Ça veut dire quoi des processus? Ça veut dire des programmes, des applications, des logiciels, des processus tout court, ou des services, d'accord? Et à chaque fois qu'un service ou un protocole, ou un programme, plutôt un processus, ou un programme, ou une application, ou un logiciel est lancé sur votre ordinateur, ça veut dire que vous le lancez vous-même ou le système le lance, Windows va lui donner un numéro d'identification pour l'identifier. Bien sûr, ce numéro, il change tout le temps, attention. Et à chaque fois que, ça veut dire si vous fermez le programme, et vous le relancez, Windows va lui donner un autre numéro. Le lendemain, lorsque vous éteignez votre ordinateur, le lendemain, vous allumez votre ordinateur, vous lancez vos programmes, il va lui donner d'autres numéros. Parce que le Windows, il donne des numéros un petit peu dans un ordre. Il donne pas un numéro spécifique. Juste que lui, à chaque fois que vous lancez votre ordinateur, à chaque fois que vous lancez des programmes, et le Windows aussi, il lance des programmes et des processus, il lui affecte un numéro d'identification. Il se peut que, par exemple, maintenant, vous lancez votre navigateur Chrome, il aura un numéro, je sais pas, par exemple,
5000 et quelques. Demain, lorsque vous lancez, il aura un autre numéro, 4000 et quelques. Ainsi de suite. Bien. Alors, on va voir un petit peu. Et comment on accède, comment on sait à qui appartient. Alors, comme ça, pour savoir à qui appartient ces numéros, alors vous allez aller dans la barre des tâches. Dans la barre des tâches, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et vous faites gestionnaire des tâches. Alors, lorsque vous lancez le gestionnaire des tâches, d'accord? Bien sûr, si tout ça ne s'affiche pas, donc il y a ce moins de détails, vous cliquez sur plus de détails. Ici. Voilà. Ensuite, vous allez venir ici. Alors, bon, ça c'est les processus. Vous allez ici venir dans détail. Cliquez sur détail. Alors, dans détail, vous avez les noms des programmes ici, des processus, et vous avez le PID. C'est-à-dire le numéro qui identifie nos programmes ou nos processus. Alors, comme on a dit ici, par exemple, nous avons, par exemple, 1080. Quel est ce processus, ou ce programme, ou ce logiciel qui est en train d'écouter sur le port 135? Alors, le numéro 1080. Alors, 1080. Alors, pour faciliter la recherche, vous cliquez sur PID ici, sur la tête de colonne, pour faire un tri. Un tri numérique. Si vous cliquez, bien sûr, il va faire un tri du plus grand au plus petit. Et là, c'est le plus petit au plus grand. Juste pour faciliter la recherche. Alors, 1080. 1080. Voilà, 1080. Voilà, c'est un processus système. Alors SVC host, service host, ça c'est un processus. C'est un processus normalement générique. Ça, si vous, il est utilisé plusieurs fois par Windows. C'est un processus générique qui sert à Windows. Et à d'autres processus, il y a d'autres services. Ils leur servent comme un intermédiaire. Comme si vous voulez, comme un porteur. Un intermédiaire qui facilite l'utilisation des DLL de Windows. Ou bien les bibliothèques. Donc c'est un petit peu un programme générique. Il est utilisé par beaucoup de services. Lui-même, il utilise des DLL et il est utilisé par des services. C'est pour cela que vous allez trouver plusieurs fois. Si vous regardez, d'accord, vous trouvez plusieurs fois. C'est tout à fait normal. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Non, il est utilisé plusieurs fois parce que beaucoup de processus, beaucoup de services l'utilisent comme un intermédiaire. C'est-à-dire comme un programme générique ou un processus générique qui leur permettent d'exploiter les bibliothèques et les DLL de Windows. Bien. Alors ici, on a 1080, voilà. Alors on peut aussi voir un petit peu le détail. Service réseau. Ça c'est autre chose. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Bon. On verra par exemple le 4. Alors 4. Programme système, c'est le système. Bon, ok. Alors on est ici, par exemple, on va voir d'autres programmes, on va voir celle qui se connecte, par exemple. Alors là, on a l'identificateur de processus 3584. Alors 3584. 3684. Alors c'est un processus système. Ok. NetState avec l'option B. Alors vous écrivez NetState, espace, tiré, et B. Et vous appuyez sur Entrée. Alors il se peut que vous allez recevoir cette information. L'opération demandée nécessite une élévation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que l'option B ou le commutateur B avec NetState, Windows est en train de vous dire, attention, avec cette commande, vous allez accéder à certaines informations sensibles ou faire des opérations sensibles. Et du coup, vous avez besoin des privilèges d'un administrateur. Malgré le fait que ce compte que j'ai ici, avec lequel je me connecte, c'est un compte administrateur. Et pourtant, il dit ça. Pourquoi Windows il fait ça? Windows il fait ça tout simplement pour vous notifier, pour vous dire faites attention. Même si vous avez un compte administrateur, il vous dit faites attention, l'opération suivante, c'est une opération qui est sensible. D'accord? Parce que des fois, même avec un compte administrateur, il se peut que vous allez faire des opérations sensibles et vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que votre compte administrateur, il fait tout. Et du coup, vous ne saurez même pas si une opération elle est simple ou pas. Alors, avec ces techniques que Microsoft a introduites de Windows, c'est-à-dire même avec un compte administrateur, il vous explique, faites attention. Pour ça, vous devez avoir
certains privilèges. En tout cas, vous devez être au courant que l'opération que vous êtes en train de faire, c'est une opération sensible. Ça peut être même des fois être dangereuse. Alors, comment on peut remédier à ça? Alors, tout simplement, lorsque vous allez lancer l'invite de commande, à ce moment-là, vous allez, par exemple, comme on a vu, dans l'invite de commande ici, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur oui. Et là, vous avez un autre invite de commande. Celui-là, on va le réduire. On va réduire ça aussi. Et là, vous avez un autre invite de commande. Bien. Alors, toujours, on tape netstate. Espace, tiret, B, et on tape entrée. Alors, on a toujours la colonne protocole, la colonne adresse locale, la colonne adresse distante, et état. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui va changer, c'est ça. On a d'autres informations qui viennent sous la ligne de chaque connexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, B, c'est un petit peu comme O, si vous voulez. C'est juste qu'au O, il va vous donner le numéro O. L'option O va vous donner le numéro de processus qui utilise la connexion. B va vous donner directement le nom. Le nom du processus ou le nom du programme qui utilise la connexion. Voilà ce qu'il fait. Et ici, par exemple, il nous donne ce processus, ou ce service, WPN, et qui, bien sûr, qu'on a dit que SVC Host, comme on a dit, c'est un programme générique ou un processus générique qui permet à des services de l'exploiter pour utiliser certaines bibliothèques. C'est pour cela que vous avez maintenant deux ici. Vous avez celui-là ou celui-là. D'accord? Ça, tout simplement, il vous dit, ce service est en train d'utiliser ce processus pour exploiter certaines bibliothèques, certains DLL de Windows. Donc, ce qui nous intéresse, donc celui qui utilise en réalité cette connexion, c'est ce service. À travers, bien sûr, ce processus ou ce programme, ce processus intermédiaire. Ça, c'est un programme ou aussi un processus. Alors ça, c'est toujours des processus système qui utilisent les connexions. Ça, vous avez directement. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais tout à l'heure, nous l'avons vu avec son PID. Là, toujours lié à Windows, et ainsi de suite. Donc, la différence entre B et O, c'est juste que B, attention que ça demande une élévation. C'est-à-dire, vous devez lancer l'invite de commande en exécutant en tant qu'administrateur. D'accord? La différence entre B et O, c'est juste que O va vous afficher les numéros, d'accord, des processus, l'identificateur des processus, alors que B va directement vous afficher le nom des processus ou le nom du programme, etc. Voilà la différence qu'il y a entre B et O. Bien sûr, on a dit que si on veut que ça soit rapide, que ça dépend, alors juste avant B, vous ajoutez N. NB. Et là, vous aurez le statistique rapidement, avec bien sûr les processus ou les services qui utilisent cette connexion, le nom directement. Et là, par exemple, vous pouvez chercher, par exemple, là, qu'est-ce que c'est que ce perf Watson 2? Je copie, je vais sur mon navigateur, nous allons chez recherche, mais là, par exemple, je vais lire what is, voilà, en tout cas, vous cherchez, et vous aurez votre réponse. Voilà, et là, elle vous dit, par exemple, alors, perf Watson 2, c'est une partie de Visual Studio. Étant donné que moi, j'ai mon Visual Studio ici lancé, c'est tout. Donc, et là, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun problème. Alors, c'est comme ça qu'on peut vérifier si les programmes qui utilisent, d'accord, nos connexions, c'est sécurisé ou pas. Alors, par exemple, ici, il nous montre raison, dev, env. Alors, dev, ça, c'est Visual Studio. Ça, c'est le nom court de Visual Studio. Et là, il connecte, bon, il se connecte pour chercher des mises à jour, etc. Ainsi de suite. Mais il utilise toujours les ports 443 ou le port 80. Donc, toujours des connexions Internet. Et là, vous serez sûr s'il y a un programme
espion ou un programme que vous ne connaissez pas, etc. Il suffit juste de connaître le nom. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous trouverez des informations. Donc si c'est de confiance, si ça l'est pas, donc vous avez quelque chose. Vous avez un programme qui vous espionne. Pas forcément. Des fois, il y a des programmes, c'est juste, ils se connectent à Internet juste pour voir s'il y a des mises à jour, etc. Pour rien. Donc, mais juste au moins, vous serez au courant de ce qui se passe dans votre ordinateur. Netstate avec l'option F. Alors on écrit netstate, espace, tiret, F, et on appuie sur Entrée. Et on verra ce que ça donne F. Bien. Alors ici, ce que ça donne F, c'est F colon DN. Ça veut dire Fully Qualified Domain Name. Ou en traduction en français, c'est le nom de domaine, alors, complètement qualifié ou pleinement qualifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'habitude, lorsqu'on n'utilise pas F, on verra un petit exemple. Lorsqu'on n'utilise pas F, on a dit que, par exemple, si on utilise l'option A, si on utilise netstate tout court, ou si on utilise netstate avec l'option A, on a dit que netstate va tenter de faire la résolution des adresses IP. Et lorsqu'il a fait la résolution, il nous affiche notre nom de domaine. Ou pas forcément. C'est pas exactement le domaine, mais c'est le nom de la hôte. F, il va pas tout simplement faire la résolution pour vous donner le nom de la hôte. Non. Il va vous donner le nom de domaine au complet. Ce qu'on appelle F colon DN. Qualified Domain Name. Fully Qualified Domain Name, ça veut dire qu'elle va tenter de vous donner le nom au complet. Et ça veut dire quoi son nom au complet? Celui-là, par exemple. Ça, c'est au complet. Vous avez, par exemple, net. Vous avez ici cette information. Et vous avez celui-là. Et séparé par des points. Même chose ici. Net. On va dépasser ici. Claude France. Vous avez un R. Vous avez celui-là. Et vous avez toutes ces informations. Maintenant, regardez. On va utiliser A. On ne va pas utiliser F, on verra la différence. Voilà. Alors ici, il n'a pas donné beaucoup de résolution. Il n'a donné pratiquement aucune résolution. Je vais relancer un petit peu Internet, juste pour qu'il donne des résolutions. Et voilà. Maintenant, on va voir la différence. Regardez ici. Avec l'option A, la résolution n'a pas donné le reste. C'est-à-dire point quelque chose, jusqu'à point .com ou point .net ou point, etc. D'accord? Ça donne uniquement, ça on appelle ça hostname ou la hôte, simplement, le nom de la hôte uniquement. C'est quoi le nom de la hôte? Le nom de la hôte, c'est le serveur sur lequel directement existe notre page ou nos sites web, le site web auquel on accède. D'accord? Alors, et c'est quoi ça? Et c'est quoi tout le reste? Par exemple, ici. Ça, tout simplement, il vous dit, ça c'est le serveur host, c'est-à-dire, d'accord, sur lequel il existe les pages auxquelles on accède réellement, c'est celui-là. Et il te dit que ce serveur, il appartient, bien sûr, à ce domaine. Alors net, on sait très bien ce que ça veut dire, vous savez très bien ce que ça veut dire net.com.org.fr.ma, ça c'est le TLD.
top level domain, TLD, top level domain, vous savez ce que ça veut dire? Alors, bon, top level domain, ce sont des noms de domaine, par exemple, bon, pas le nom de domaine, c'est l'extension. C'est l'extension, hein, qui vient juste après un nom de domaine. Par exemple, MA. MA, c'est lié, c'est un top level domaine lié à un État, le Maroc. FR, c'est lié à la France. .com. Donc, .com, c'est un top level domaine qui est utilisé par tout le monde, en fait. Voilà. Commercial ou pas commercial, n'importe qui peut l'utiliser au monde, que ça appartient pas à un quelconque État. Donc, .net, c'est la même chose. Org, c'est un petit peu les organisations. Edu, pour éducation, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le TLD. On appelle ça TLD, top level domain. Vous pouvez vous renseigner très bien si vous voulez, encore, sur Internet. Bien. Alors, Claude France, ça, c'est le nom de domaine. C'est comme dire Google, c'est un nom de domaine, Facebook, c'est un nom de domaine, ainsi de suite, voilà. Si vous avez un site web, le site web que vous avez, par exemple, bien sûr, sans le .com ou le .net, etc., c'est le nom de domaine. Si vous voulez, son nom de domaine, sans bien sûr le TLD. Alors, on appelle ça le domaine. D'accord? Alors, là, on dit que ce serveur, ou ce host, d'accord? Ce hostname, il appartient à ce domaine. Bien sûr, mais pas directement. Il appartient à ce domaine qui a un sous-domaine, et juste là qu'on a le host. Alors, F, qu'est-ce qu'il va afficher? F va afficher le chemin au complet pour qu'on arrive jusqu'à la haute. C'est-à-dire, va vous dire, voici son nom de domaine au complet, c'est-à-dire le domaine avec le TLD, avec le .com, .net, .org, etc. Il va vous afficher aussi s'il y a un sous-domaine ou pas, parce que ça peut être direct, ou ça peut être avec des sous-domaines. S'il y a des sous-domaines, il va afficher un sous-domaine, c'est-à-dire c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un répertoire à l'intérieur des répertoires, un répertoire, c'est juste pour comprendre, jusqu'à ce qu'il arrive à notre hôte. Ça c'est le nom complet. Et bien sûr, lorsqu'on n'utilise pas le F, comme ici, il va vous donner directement rien que le nom de la hôte, le hostname. Donc en règle générale, lorsqu'on dit résoudre une adresse IP, on va dire résoudre une adresse IP au nom de domaine. Beaucoup de fois, par erreur, mais pas m'égare, on dit que ça c'est le nom de domaine, alors que ça c'est juste le nom de la hôte, ou du hostname. C'est-à-dire le nom des serveurs sur lequel existe une page ou notre site web. Mais le chemin complet, c'est F qui va vous le donner. Bien sûr, F, il va vous donner s'il peut le donner. Dans le cas où il ne peut pas le donner, par exemple ici, il ne peut pas le donner, il va vous afficher l'adresse IP. Ici, domaine, le TLD, et ça ce sont des sous-domaines, et ça c'est le hostname, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'option F, ou le commutateur F, sert à ça. Fully qualified domain name. Et sert à afficher le chemin au complet de hostname, bien sûr, lorsque c'est possible. Lorsque c'est pas possible, comme on dit, il affiche uniquement le nom, ou plutôt juste l'adresse IP. Bien. Et bien sûr, avec F, on peut combiner ce qu'on veut avec F, bien sûr, il y a toujours des combinaisons. Vous pouvez utiliser F avec par exemple O, voilà. Donc vous aurez les informations en détail, vous aurez en plus le processus, ou le numéro de notificateur, le dénominateur du processus qui utilise la connexion en cours. Un cas pratique d'utilisation de la commande netstate. Par exemple là, je suis en connexion réseau, et je vais vous montrer comment, par exemple, lorsqu'un ordinateur réseau se connecte à un autre ordinateur. Toujours la commande netstate, espace, -n par exemple, pour voir toutes les connexions, et, en plus, numérique, pour que ce soit rapide. Maintenant, regardez. Nous avons ce port 139. Donc il y a une connexion établie. Bien sûr, ça, c'est l'adresse IP de l'ordinateur, de le réseau local, de mon ordinateur, celui-là sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel je suis en train d'utiliser cette commande netstate.
Mais là, il y a une connexion sur ce port 139. Et 139, bien sûr, fait partie de ces ports réservés. Alors, c'est quoi 139? 139, c'est un port utilisé par ce qu'on appelle NetBIOS. C'est quoi NetBIOS? Alors, NetBIOS, c'est une interface, c'est une sorte de logiciel, c'est une interface logicielle qui sert à permettre à des ordinateurs sur un réseau de communiquer entre eux, d'ouvrir des sessions et de communiquer. Par exemple, si vous partagez des fichiers, si vous créez un partage de dossiers sur un quelconque ordinateur, un ordinateur par exemple A, et vous avez un ordinateur B dans votre réseau qui se connecte à ce dossier partagé. Donc lorsqu'il se connecte, ce qui va lui permettre de se connecter, c'est à travers ce port. Ou bien, cette interface logicielle qui s'appelle NetBIOS. Là, ça c'est l'adresse distante. L'adresse distante, ça c'est l'autre adresse IP de l'autre ordinateur. Alors, l'autre ordinateur avec qui il y a la liaison, c'est-à-dire auquel il est connecté sur ton ordinateur, il a l'adresse IP, celle-là. Vous voyez, bien sûr, elle est distincte de celle-là. À la fin, ici, il y a 26 et ici, il y a 1. Et bien sûr, le port utilisé, c'est celui-là. Ça, c'est le port distant. Ce qui nous intéresse ici, d'accord, c'est ça. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce port. Ce port, habituellement, parce que les connexions Internet, en règle générale, ne vont pas utiliser ce genre de port. Votre ordinateur ne va pas utiliser ce genre de port, il va utiliser autre chose. Il va utiliser des ports qui dépassent par exemple les 49 000, 50 000, etc. C'est ça le genre de port qu'il va utiliser, mais pas celui-là. Ça c'est un port spécifique. Donc, comme on a dit au début du cours, c'est que les ports de 0 à 1023, ce sont des ports réservés. 135, 445, etc. Jusqu'à 1023, ce sont des ports réservés, des ports que normalement ils disent quelque chose de spécifique. Alors, ils vous disent qu'il y a un protocole bien précis que vous êtes en train d'utiliser en ce moment. Bien. Maintenant, si on veut connaître aussi toutes les informations en détail, par exemple, on n'a qu'à utiliser toujours la commande netstate, bien sûr, sans utiliser le numérique, pour qu'il fait la résolution des noms, pour qu'on sache. Voilà, par exemple la résolution. Alors, desktop MED3, ça c'est le nom de cet ordinateur. Alors toujours sur le port 139, qu'est-ce qu'on a? On a PCMed. Alors PCMed, ça, c'est le nom de l'autre ordinateur. Il a fait la résolution. Ça c'est le nom de l'autre, si vous voulez. Alors ça, par exemple, ça ce sont des connexions Internet. Ce que vous trouvez ce genre de port, c'est tout à fait normal, c'est des ports de connexion Internet, des ports libres si vous voulez, que n'importe quelle application peut utiliser pour se connecter à Internet, pour HTTPS, etc. Voilà. Alors le port HTTPS qu'on a dit c'est 443, et HTTP c'est 80. Voilà. Alors que là, lorsque vous voyez que votre ordinateur, il y a un programme qui utilise, d'accord, qui utilise un tel port de 0 à 1023, sachez que c'est un port spécifique. C'est pas un port Internet normal. Un port Internet normal, c'est comme celui-là. Hein? De plus 49 000. D'accord? C'est de 49, lorsque le port dépasse 49 152. 49 152, ce sont des ports normaux, utilisés à Internet. Ça, ce sont des ports spécifiques. Donc à chaque fois que vous verrez qu'il y a une connexion établie, on utilise ce genre de port, vérifiez si c'est vous ou pas. Ici, c'est moi, par exemple, c'est moi qui ai fait le partage. Voilà. C'est moi qui ai partagé un dossier. Et je sais que l'autre ordinateur est en train, ou l'utilisateur de l'autre ordinateur est en train de se connecter à un dossier que vous avez partagé. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est clair. Maintenant, lorsque vous trouvez que c'est pas clair, ça veut dire que vous n'avez rien partagé,
et pourtant il y a ce port utilisé. Des fois il y a aussi celui-là, parce que celui-là aussi c'est repartage, etc. Là, vous devez vous poser la question, qui utilise ce port? Et vous devez chercher qui. Ici, je connais ça, c'est un autre ordinateur à moi, que j'utilise sur le réseau, utilisé par un autre utilisateur. Donc c'est correct, il n'y a aucun suspect. Voilà. On va faire un petit, le même cas pratique, on va le faire avec PowerShell. Le commande que nous avons vu, on peut l'utiliser sur PowerShell. Voilà. C'est comme ça. Là, vous voyez un petit peu la différence qu'il y a dans l'écriture, etc. Bien. Astuce à utiliser avec les invites de commande. Par exemple, l'invite de commande CMD ou PowerShell. Par exemple, là, j'ai mon écran, il est plein. Plutôt, voilà, cet invite de commande, il est plein d'informations. J'ai envie de l'effacer. Il y a une astuce. Vous écrivez CLS. Et vous tapez entrée. Et vous allez effacer tout ce que vous avez. C'est la même chose pour PowerShell. Tout ce qu'on a ici, on peut l'effacer. En tapant CLS. CLS, c'est Clear Screen. Alors, effacez l'écran si vous voulez. Voilà, et vous aurez. Ça, c'est des petites astuces qu'on utilise. Astuce pour automatiser l'utilisation de la commande netstate. Par exemple, vous voulez utiliser la commande netstate espace .n et vous voulez qu'il vous affiche continuellement s'il y a des connexions. Vous avez pas envie de la taper chaque fois. Alors, vous allez juste écrire votre commande netstate espace et vous écrivez par exemple à l'intervalle de secondes. Par exemple, votre espace et vous écrivez 10. Vous tapez entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque 10 secondes, il va refaire les statistiques tout seul. Il va les lancer tout seul. Voilà. Tout seul, il va vous faire les statistiques. Bien sûr, vous faites 10, 5, 60 secondes. C'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir l'intervalle de temps. Bien. Alors, comment on arrête ça? Pour arrêter, bien sûr, qu'il compte, ou vous fermez simplement le programme, ici, l'invite de commande, vous le fermez. Sinon, vous faites CTRL de la touche de votre ordinateur, la touche CTRL et C. Sur votre CTRL C, bien sûr, qu'on voit ici, il va s'arrêter. Ne faites pas attention à ce petit truc ici. Là, vous venez d'arrêter. Bien sûr, la même utilisation, c'est PowerShell. C'est la même chose. C'est le même truc, les mêmes astuces. C'est toujours la même chose. Netstate, espace. Votre commutateur si vous voulez. Ensuite, vous écrivez le nombre de secondes que vous voudrez. Par exemple, ici, 8 secondes. Chaque 8 secondes, il va lancer les statistiques. Voilà. Et pour arrêter, bien sûr, on a dit CTRL-C. Et voilà. Et là, vous arrêtez. Astuce pour connaître le help lié à netstate. Alors, vous écrivez netstate, espace, point d'intégration. En fait, vous pouvez faire n'importe quelle erreur. Si vous écrivez n'importe quelle erreur, par exemple, imaginons que j'ai écrit ça. Ce que ça veut rien dire. Là, il va vous afficher l'aide. Ça veut dire bien sûr, les options que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, chaque option avec sa définition. Astuce
comment enregistrer ces statistiques? Imaginons que vous avez fait des statistiques. Par exemple. Et je veux enregistrer ces statistiques. Je veux qu'elles soient enregistrées. Comment on fait? Bien sûr, on peut toujours sélectionner et faire couper, mais il y a une astuce qu'on peut faire. D'accord? Alors, toujours vous allez écrire votre commande, espace, vous allez utiliser les deux signes supérieurs de votre clavier, faites un espace, et vous écrivez le chemin où vous voulez enregistrer. Moi je vais enregistrer dans le lecteur C, et on va l'appeler ça statistique par exemple. Point txt. Je veux dire, je veux enregistrer dans ce fichier. Là, il va vous dire accès refusé. Pourquoi? C'est toujours la même chose. Il y a certaines commandes, certaines opérations qui sont un petit peu suspicieuses ou qui sont un petit peu sensibles. Et du coup, pour les utiliser, vous devez accéder avec, bien sûr, un droit d'administrateur, mais plus élevé. On a vu ça. Alors, toujours dans votre barre de tâches, vous cliquez avec le bouton droit sur exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et là, vous écrivez la même commande. Espace. Ouais. Espace. Les deux signes. Espace. Et là, vous écrivez le chemin dans lequel vous voulez enregistrer. Vous donnez n'importe quel nom, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. Vous donnez n'importe quel nom, ce que vous voulez. Et là, ça y est, étant donné qu'il n'a pas affiché de message d'erreur, c'est enregistré. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous allez par exemple dans votre ordinateur, et vous allez voir votre lecteur, par exemple, voilà. Là, moi j'ai enregistré dans le lecteur C directement. Et voici mes statistiques enregistrées dans un document. Et vous pouvez les consulter. Et bien sûr, vous pouvez le faire autant que vous voudrez, bien sûr. Alors on peut toujours continuer. D'accord? On peut toujours continuer les statistiques. Toujours. Alors on va faire d'autres statistiques. Par exemple là. On va faire d'autres. On va faire A, N et B. Par exemple. Et là on va voir s'il est ajouté. Alors, celle-là c'est les premières. Oui, et voici les deuxièmes, il les a ajoutées, bien sûr. Et B, nous avons bien sûr vu ce que ça veut dire B. Il va vous donner le nom des processus ou des programmes qui utilisent la connexion. Et ainsi de suite, avec cette commande, la commande netstate, en utilisant ces deux signes supérieurs, et en spécifiant le schéma d'enregistrement, vous pouvez enregistrer dans votre bureau, etc. Et bien sur le nom de fichier, vous pouvez donner le nom que vous voudrez. D'accord? L'extension texte, c'est mieux que d'écrire dans une autre extension. Voilà. Et du coup, les statistiques que vous allez faire, il va les enregistrer dans un fichier.